Champion olympique en 92, triple champion du monde de ski boss, il a aujourd'hui raccroché les spatules, mais il est loin de goûter aux joies d'une retraite paisible. Bien au contraire, en 2006, il publie son premier livre, Quand on rêve le monde, et opère une reconversion dans le coaching d'entreprise, notamment sur la performance. Opération réussie. Alors, Edgar, Merci. je disais que vous avez donc opéré une reconversion réussie, puisque désormais, vous évoluez dans le monde de l'entreprise. Expliquez-nous un peu comment s'est opérée cette reconversion. Ah, je suis quelqu'un d'assez passionné dans la vie. Je l'ai été pour le ski évidemment, et puis j'ai cherché à voir quelles pouvaient être les passions qui allaient me permettre de me reconvertir. Et j'en ai trouvé trois. La première, c'était la passion de la dynamique humaine, l'individu, à la fois seul, mais aussi en équipe. Je trouvais que c'était intéressant quand on réussit. Quand je dis la dynamique humaine, quand on est seul, on est face à soi-même dans un portillon de départ, par exemple, et c'est là qu'on doit tout donner, mais aussi à titre collectif. On n'est jamais dans un portillon de départ par hasard. On n'arrive jamais dans un portillon de départ tout seul. Il y a forcément une équipe derrière qui nous amène à ça, même dans un sport individuel, et de voir comment les interactions avec les uns et les autres peuvent fonctionner, toute l'énergie qu'il y a là-dedans, qu'elles peuvent fonctionner ou voire même parfois dysfonctionner, et faire que le résultat est souvent la conséquence de tout ça. Je trouve ça assez intéressant. Et puis dans le sport, j'avais effectivement la passion de la performance. On se dit toujours, c'est une quête de performance, le sport. Et ce que j'ai toujours trouvé joli dans le sport, mais ailleurs, en fait, dans toutes les performances, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression de voir des gens qui font les choses facilement. Alors que ce qu'ils font, c'est hyper compliqué. Ils ont travaillé pendant des années pour en arriver là. Et puis quand on les voit faire, on se dit, tiens, c'est facile. Moi, on me dit souvent, ah Edgar, on est allé skier dans un mur de boss où tu as fait tes compétitions. Eh ben, c'est l'enfer. Mais alors quand on te voit passer, on a l'impression que c'est facile. Et oui, mais il y a 20 ans de ski derrière, donc c'est vrai qu'il y a du travail. Mais c'est un peu ça, la quête de la performance. Pour moi, c'est pas une quête vers quelque chose qui est de plus en plus compliqué. C'est plutôt une quête d'arriver à simplifier des choses qui sont un peu compliquées au départ. Et puis j'ai une troisième passion. C'est le monde de l'entreprise. J'ai des parents qui ont été entrepreneurs. Moi-même, j'essaye d'entreprendre et je trouve que c'est un monde dans lequel il y a encore plein de conquêtes à faire. Et contrairement d'ailleurs au sport où on commence à arriver à en buter de tous les chronos qui ont été réalisés dans beaucoup de sports, je trouve que le monde de l'entreprise, c'est encore un monde vraiment intéressant pour ça, où il y a plein de choses à faire, plein de choses à découvrir, et puis voilà, qui lie à la fois les individus, les compétences, les performances. Alors, vous avez donc créé votre entreprise. Alors, pourquoi cette seconde carrière comme coach d'entreprise? Parce que la plupart des sportifs qui se reconvertissent font plutôt une carrière comme entraîneur. Donc vous, pourquoi ce choix? Ah, ça c'est... c'est marrant, mais un jour, j'ai un consultant que j'ai rencontré qui m'a posé une question. Il m'a dit, Edgar, c'est bien, ça fait 8 ans que tu fais du ski, mais c'est quoi ta valeur ajoutée? C'est sympa quand vous pose ça. Ça fait 10 ans que tu es dans la même boîte, c'est quoi ta valeur ajoutée? Alors, je sais pas, c'est mon palmarès? Non, des résultats, tout le monde peut en faire, tout le monde peut en avoir. C'est pas le résultat, c'est pas le palmarès qui est important. Quand je parle de ta valeur ajoutée, c'est peut-être le comment tu es arrivé à ça, qui peut faire en sorte que on fera appel à toi et pas à un autre, qui fera en sorte que c'est ta spécificité, c'est là que tu fais la différence. Et franchement, au début, je savais pas trop quoi répondre. Et je dis, je sais pas, j'ai réussi quelque chose dans ma vie. Ça veut pas dire que j'ai réussi ma vie, mais j'ai réussi un truc, ouais. Je me suis pas trop pris au sérieux. Je me suis pas trop pris la tête. J'ai pris du plaisir. Il dit, ouais, voilà, ça peut être effectivement une valeur ajoutée. La capacité à être sérieux dans ce qu'on fait sans se prendre au sérieux. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut le retraduire. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant quand on réfléchit sur cette valeur ajoutée, la valeur ajoutée qu'on a, qu'est-ce qui fait la différence chez nous? Finalement, ça ouvre le champ de plein de possibilités auxquelles on n'avait pas imaginé avant. Et c'est vrai qu'un sportif, un skieur par exemple, peut se reconvertir dans l'industrie du ski. On peut développer du matériel. Dans l'industrie du tourisme, les stations de sport d'hiver, ce sont des industries touristiques. On peut se reconvertir, on peut être moniteur de ski, entraîneur dans le sport. Mais je me suis dit, tiens, finalement, cette valeur ajoutée, est-ce qu'elle ne peut pas servir ailleurs, au-delà du simple sport? Et puis je me suis dit, finalement, en discutant, en voyant, en regardant, en observant, dans le monde de l'entreprise, ça peut être intéressant. C'est des messages qui peuvent être intéressants à faire passer, que de dire, tiens, finalement, ça vous intéresse de faire plus de résultats, parce que c'est ça le sujet, avec un peu moins de stress et plus de plaisir.
Et puis comment on fait? Enfin, je propose simplement une approche. Et puis bon, pour modéliser cette approche, il a fallu effectivement que je me forme. Donc après, c'est effectivement du travail, mais j'en suis arrivé là grâce à cette question au départ, qui était de savoir quelle était ma valeur ajoutée. Alors vous qui évoluez dans les deux domaines, le monde du sport et le monde de l'entreprise, c'est comparable? Il y a effectivement des choses qui rassemblent. On peut observer des choses qui se rassemblent, d'autres qui sont pas forcément, qui se rassemblent pas forcément. Dans ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a cette quête de performance dans ces deux mondes. La quête de performance, elle peut se traduire à travers une équation que j'avais bien aimée quand je me suis lancé dans ce métier, quand j'ai rencontré les premiers consultants qui disaient « La performance, c'est toujours une compétence que multiplie une motivation ». Alors bon, moi, je n'étais pas allé à l'école longtemps, j'aurais fallu que je me fasse expliquer. Ils m'ont expliqué, c'était cool. Ils m'ont expliqué, ils m'ont dit au début de ta carrière, tu étais compétent? J'ai dit non, pas trop sur le papier. Quand on regardait le papier, franchement, j'étais 25e mondial, j'étais super loin, quoi. Et il dit, t'étais motivé? Je dis ah ouais, j'avais envie de tout casser. Et t'avais quel résultat? Je fais je sais pas, j'arrivais des fois à accrocher des finales dans le top 10. Et ben voilà. Et ben tu vois, tu peux être pas forcément très compétent, mais si tu es très motivé, tu auras toujours des résultats au-delà de tes espérances. Je dis voilà, c'est ça, P égale C fois M. Et puis après, on a continué à creuser. Il me dit, au milieu de ta carrière, tu as été champion du monde, ouais. Tu as voulu être champion olympique, tu es le seul à avoir annoncé. Ouais, c'est vrai, oui, j'étais le seul à avoir annoncé ça. Ça prouve ta motivation, ouais, effectivement. Et tu vois, quand tu es compétent et en plus que tu es motivé, tu as des résultats qui sont à la hauteur de tes espérances. Donc ça marche encore. Super. Et puis après, on a encore creusé. J'ai dit, attends, mais je n'ai pas toujours été motivé. Il y a des moments où j'allais au ski, bon, il faisait beau, j'étais motivé, j'étais content d'aller skier. Mais des jours, il faisait mauvais, c'était pourri. Et là, j'étais pas terrible. Comme moi. Je préférais rester au lit, tu vois. C'était pas mon truc. Et il me dit, et c'était quoi les performances? Je lui dis, je me suis blessé. Ah, accident du travail alors. Oui, c'est ça. Fais attention, tu vois, quand tu peux être super compétent, mais si tu n'es pas motivé, tu risques quand même de te faire mal. Oui, on est dans un sport dangereux, donc effectivement, ça pouvait encore traduire la justesse de cette équation que je trouvais assez drôle. Et puis ça m'a fait dire que finalement, dans la vie, quand on veut, on peut, quoi. Quand on veut, on peut. Mais quand on veut, quand un homme ou une femme, évidemment, veulent, ils peuvent toujours réaliser tous les rêves qu'ils peuvent avoir. Toujours et même indéfiniment. J'aime à croire ça, en tout cas. Je me dis que quand finalement, quelque part, on ne peut pas faire les résultats qu'on a envie de faire, il ne faut pas regarder, savoir si on est toujours compétent ou si la météo est bonne, la conjoncture nous sert. Non, il faut voir si, au fond de nous, on a vraiment envie. Parce que, pas envie en termes de volonté. La volonté, c'est des efforts à faire pour moi. Envie en termes de désir. Si on a vraiment envie en termes de désir, on peut tout réaliser. Et c'est ça la motivation. Alors la compétence, c'est pas mon truc dans l'équation. C'est pas mon truc parce que dans les entreprises dans lesquelles je peux intervenir, des compétences, je veux dire, tout le monde a sa compétence. C'est pas mon truc, mais on regarde la motivation. Et la motivation, c'est ça, c'est la volonté en termes de désir. Et c'est pas évident, c'est jamais évident parce que on a rarement faim 2 fois de la même chose. Quand je suis devenu champion du monde une fois, j'étais content, j'étais super content. Je suis monté sur le podium. Mais rester sur le podium, avoir un 2e titre de champion du monde, c'est-à-dire si on ne se remet pas dans une autre dynamique, si on ne change pas un peu le regard qu'on porte sur les choses, si on ne se refixe pas ça comme un objectif, il ne tombe pas tout cuit le 2e titre de champion du monde. Et le 3e, encore moins. Parce qu'à chaque fois, il y a des choses qui viennent, il y a des pressions qui viennent se rajouter à ça. Il y a des tensions, il y a des enjeux, il y a de l'argent, il y a des médias. Il y a plein de choses qui viennent à chaque fois s'agglutiner et qui font que avoir faim 2 fois de la même chose, certes, c'est pas évident et ça nécessite, et c'est pour ça que ça nécessite des remises en question à chaque fois. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, le ski est un sport individuel. On réussit tout seul? Ah non. J'étais dans une équipe, dans une structure, équipe de France, avec un bonhomme à sa tête qui, je pense, je parle de Nano Pourtier, qui était le patron des équipes de France, mais je pourrais parler pour chacun des membres de cette équipe de France, à la fois les coureurs, mais aussi les entraîneurs. Je pense que si une personne
avait changé dans ce groupe, dans cette dynamique, peut-être que j'aurais pas eu les résultats que j'ai eus. Il se trouve que c'est une belle histoire à la fin, parce que j'ai remporté tous les titres qu'on pouvait remporter dans cette discipline. Et tout au long de ma carrière, il y a eu une année où je me suis blessé, mais sinon, je n'ai jamais quitté le podium du début de ma carrière en 88 à la fin de ma carrière en 95. J'ai toujours remporté, j'ai gagné à peu près une course sur 2 en moyenne, et 70% du temps, j'étais sur le podium. Et tous les grands événements, Jeux Olympiques et Championnats du Monde, j'étais sur le podium. Et donc, et grâce à tous ces gens-là, c'est-à-dire qu'un Nano Pourtier, capitaine des équipes de France, un jour, il m'a détecté, c'est lui qui m'a choisi. Moi, je rêvais d'être en équipe de France, mais c'est grâce à lui si je suis rentré en équipe de France. C'est pas, je veux dire, il y a un moment, il m'a détecté, il a vu qu'il y avait du potentiel. Et puis, après ce potentiel, il a fallu qu'il le fasse émerger, il le peaufine. Et puis, dans son rôle à lui de manager, après, il y avait d'autres managers, et puis on était plein de coureurs. Mais je crois que grâce à tous ces gens-là, j'aurais jamais pu réussir tout seul parce que j'aurais pas eu de feedback, j'aurais pas eu le retour, j'aurais pas eu le recul nécessaire à chaque entraînement, chaque jour, pour progresser et grandir. Alors, on vient d'écouter Nano Pourtier. Je voudrais qu'on revienne sur ce qu'il a dit, notamment sur la facilité. On grandit dans l'adversité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'y arrive pas tout seul. Ça veut dire que moi, j'ai été toujours étonné de voir à quel point l'énergie qu'on investissait dans la préparation d'un événement, on la retrouvait dans sa réalisation. C'est-à-dire que si l'énergie, elle est vraiment, elle est forte, elle est canalisée, derrière, on le retrouve dans la réalisation de l'événement. Je me souviens de courses où Nano Pourtier, on était notamment une fois au Japon, on courait une Coupe du Monde dans ce pays qui est magnifique. C'est un pays de passionnés de ski. Les Japonais sont des gens qui adorent le ski, au même titre qu'ils adorent le golf et la Formule 1. C'est vraiment des sports qui mettent au même niveau. C'est un pays dans lequel il y a 280 stations et on allait courir chaque année là-bas 2 ou 3 Coupes du Monde. Et un jour, on s'est retrouvé dans une petite station qui s'appelle Inawashiro, qui est au nord, dans l'île d'Hokkaido. Et on a eu une semaine, mais bon, ils adorent le ski, donc ils ont des petites montagnes, ils ont aussi de la neige, mais c'est des climats, il y a la mer autour et les océans, et c'est des climats assez violents, et on s'était retrouvés pendant une semaine dans un climat pourri. Vraiment, l'entraînement, c'était assez dantesque, puisque quand on skiait, on voyait les bosses à 10 mètres, mais on voyait plus au-delà. Nos entraîneurs étaient en bas, nos Nano Pourtier, et tant bien que mal, ils essayaient de nous apporter des corrections, ce qui n'était pas forcément facile parce qu'ils ne nous voyaient pas toujours. Toujours est-il que Nano Pourtier avait mis une exigence hyper élevée, c'est qu'il nous imposait de nous entraîner 3 heures par jour pour tous les membres de l'équipe de France. Et je peux vous dire que quand on rentrait de l'entraînement, quand on partait de l'entraînement, il y avait, comme c'était un hôtel, c'est une station, il y a un hôtel et puis la montagne, et toutes les autres nations, les Canadiens, les Américains, les Suédois, les Finlandais, et les Japonais aussi, étaient logés dans le même hôtel. Ils se foutaient de notre gueule quand on partait à l'entraînement. Qu'est-ce que vous allez faire ? Et les Français ? Et alors quand on revenait, on était trempés, et là c'était encore pire. Les mecs étaient au flipper, aux jeux vidéo. Ils voyaient arriver les Français, on était des locs, complètement trempés, et les mecs se moquaient de nous, quoi. Et nous, on tirait un peu la tronche parce que c'était pas agréable de s'entraîner dans ces conditions-là. Mais Nano, il a jamais lâché. On s'est entraîné 5 jours dans des conditions aussi pourries, mais il a jamais lâché. Et puis tous les autres étaient persuadés que la course n'aurait pas lieu parce que de toute façon, ils annonçaient ce temps-là pendant 2 semaines. Et il se trouve que le jour de la course est arrivé et il y a eu une légère éclaircie, si on peut parler d'éclaircie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de brouillard. Mais il neigeait toujours autant, parfois il pleuvait, enfin bref, c'était des conditions quand même assez catastrophiques. Et ce qui m'a bien plu, c'est qu'on a fini les 5 Français qui étions au départ de cette course, on a fini aux 5 premières places. Et là, on a un peu renversé la vapeur, c'est-à-dire qu'après, quand on était sur le podium, et autour du podium, on s'est un peu moqué des autres, quoi. Puis on leur a dit, les gars, ça sert un peu de s'entraîner, ça sert un peu. Et l'adversité, pour le coup, elle était aussi là, quoi. Elle était aussi dans ces facultés qu'on avait d'aller à l'entraînement, de rester rigoureux et discipliné dans nos entraînements. Et même si le temps et la météo étaient pourris, c'était pas grave. Il y avait sans doute des choses à apprendre. L'adversité, c'est aussi ne pas être sur le podium ? L'adversité, ouais, c'est tout, c'est dans toutes les conditions. C'est vrai que c'est pas des... On n'arrive pas toujours sur le podium, et moi, il est arrivé que certaines courses,
je ne termine pas à la place à laquelle j'avais souhaité terminer, notamment pas sur le podium. Mais j'étais quand même satisfait parce que j'avais donné 100% de ce que j'avais à ce moment-là. Et ça, c'est une satisfaction. L'adversité, c'est de savoir que, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, c'est que dans le moment, dans l'échéance, dans le moment clé, tu sois capable de tout donner. Sans te reposer, sans remettre la faute sur la météo, la qualité de la neige, le matériel, les collaborateurs, les athlètes, les adversaires, les managers. C'est que tu arrives à donner 100% de ce que tu as au fond de toi au moment où c'est important de le donner. Avant, ça ne sert à rien. Après, c'est trop tard. Mais au moment où on te demande, au moment où tu es attendu. Moi, j'étais athlète, j'étais attendu entre le portillon de départ et une ligne d'arrivée. Je pouvais faire péter ma gueule avant le portillon de départ, ça ne servait à rien. Je pouvais faire péter ma gueule après la ligne d'arrivée, ça ne servait à rien. Là où j'étais jugé, là où j'étais évalué, c'était entre le portillon de départ et la ligne d'arrivée. Ça voulait dire que quand je parlais de canaliser dans sa préparation, canaliser son énergie, c'est canaliser son énergie pour être le plus efficace possible entre un portillon de départ et une ligne d'arrivée. Souvent dans le monde de l'entreprise, on me dit, tiens, c'est bien, mais nous, il faut qu'on soit bon partout. Ok, mais c'est où que vous êtes évalué vraiment ? Parce que c'est là qu'on vous attend. Et si vous managez, ce n'est pas forcément dans l'aspect technique des choses. Et si vous êtes commercial, ce n'est pas forcément dans les rapports que vous allez faire à vos supérieurs. C'est où qu'on vous attend vraiment. Et à partir de là, comment est-ce qu'on canalise l'énergie pour répondre et pour être présent là où on vous attend vraiment. Nano Pourtier dit aussi, une compétition, on la gagne tous les jours. Oui, c'est vrai. Et il a complètement raison. J'aurais tendance à dire même que ce qui conditionne un champion, ce n'est pas le résultat à la fin. Ce n'est pas le fait qu'il arrive sur le podium, mais c'est la façon dont il réfléchit au début. Et je vais vous raconter une anecdote qu'on a vécue en équipe de France et que j'avais trouvée assez flagrante. Parce que 3 ans avant les Jeux Olympiques, Nano Pourtier, capitaine des équipes de France, réunit son staff et ses coureurs. On était une vingtaine dans une salle comme ça, et puis il nous a dit, voilà, dans 3 ans, les Jeux Olympiques auront lieu en France, c'est chez nous, on a l'opportunité de faire de grandes choses, on nous donne l'opportunité de faire de grandes choses, donc maintenant, je veux que vous soyez acteurs de ça. Dites-moi, un par un, quelle est votre ambition par rapport à ces Jeux Olympiques? Alors moi, quand il a posé cette question, je me suis mis un peu en retrait. En attendant, je me suis dit, bon, tout le monde va dire qui veut gagner, tout le monde va dire la même chose, donc je vais m'exprimer à la fin. Et puis je me suis exprimé à la fin, donc tous les autres se sont exprimés. Mais j'étais vraiment surpris en fait. Je pensais que l'envie de gagner, l'envie de partager, l'envie de réussir, elle était commune à chacun. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que ce que j'ai pu observer, et j'étais vraiment le premier surpris, c'est que dans le groupe, il y avait 3 catégories de personnes. Il y avait ceux qui disaient, ben, moi les Jeux Olympiques dans 3 ans, c'est pas possible, parce que je suis trop jeune, parce que je suis trop vieux, parce que je suis trop ci ou je suis pas assez comme ça, parce que j'ai peut-être pas le matériel et parce que c'est trop loin, et puis parce que je vais peut-être me blesser ou etc. etc. Et pour eux, c'était pas possible. Mais c'était une façon d'aborder le monde. C'était une façon d'aborder ce monde-là. C'était une façon d'aborder pour eux des Jeux Olympiques, en se disant c'est pas possible. C'était une première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, c'était les gens qui disaient je vais essayer. Alors ils essayaient. Ils essayaient de se lever le matin, ils essayaient d'aller à l'entraînement. Enfin, ils essayaient bien. Et c'était assez intéressant. Et puis la troisième catégorie de personnes, on n'était que 2 en fait. C'était Olivier Alamand et moi. Olivier a dit, moi je veux gagner les Jeux Olympiques. Bon, très bien. Moi j'ai entendu ça, j'ai dit, ah tiens, il y en a un qui y croit. Et moi j'ai dit, moi je vais gagner les Jeux Olympiques. C'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. C'est un peu plus straight to the point. Je vais gagner parce que je voulais pas qu'il gagne. Lui, il veut le gagner. Moi, je voulais pas qu'il les gagne. Non, je vais gagner les Jeux Olympiques. Voilà. Bon, c'était une troisième catégorie de personnes. C'était intéressant parce que tous les jours à l'entraînement, pour le coup, et c'est ce que Nano, en tout cas, c'est comme ça que je traduis ce que Nano dit, c'est que tous les jours à l'entraînement, on a pu vérifier que chacun avait des objectifs très très clairs par rapport à ces Jeux Olympiques.